Ça fait quelques années que j'entends très souvent parler de la marque HyperX comme étant une marque au très bon rapport qualité-prix, une marque qui proposerait de la qualité sans pour autant mettre la barre trop haute au niveau des prix. Il faut savoir que moi, des produits HyperX, j'en ai déjà eu entre les mains, que ce soit chez des potes ou en convention ou dans des salons, voilà. Ça m'est déjà arrivé de toucher quelques produits à eux, mais j'en ai jamais eu dans mes setups et j'ai jamais cherché à savoir si c'était vraiment une bonne marque au niveau rapport qualité-prix. Moi, à mon sens, voilà, en toute transparence et en toute honnêteté, aujourd'hui, je la vois encore comme une marque un petit peu milieu de gamme. C'est-à-dire qu'ils proposent de bons produits à bon prix, mais qu'on peut pas non plus comparer à du haut de gamme. Et moi, quand je parle haut de gamme, je parle de marques comme Asus ROG, Corsair, SteelSeries, Razer. Quel que soit mon avis et mon appréciation de la marque, Razer est une marque haut de gamme. Donc j'ai des claviers, j'ai des souris, j'ai des casques et j'ai un micro. Et sans plus attendre, on va s'empresser de tester tout ça. On va donc commencer par les souris et la première que je vais vous montrer, c'est une de leurs dernières, il me semble. C'est donc la HyperX Pulsefire Ast. Le packaging SteelSeries, il est assez simple, mais voilà, on reconnaît bien l'identité. Toujours des packaging avec des dominances de rouge et de bleu, un petit peu noir pour les logos, les indications. Donc d'entrée de jeu, je vois que oui, la souris est vraiment très légère. Le câble est tressé, ça c'est très bien, ça commence déjà plutôt bien. Et alors, effectivement, le rétroéclairage ne se trouve que sur la molette. Bon, ça pète pas non plus les yeux. Hein. Ah, la glisse est plutôt bonne. C'est quoi comme patin? C'est du PTFE ou quoi? Ouais, ce sont bien des patins en PTFE, je reconnais bien cette glisse vraiment ultra smooth. Au niveau de la qualité de la texture, c'est assez semblable à ce qu'on peut retrouver en temps normal en souris. Hein. On a une prise en main vraiment standard, il n'y a pas d'ergonomie bien particulière, c'est vraiment une souris très lambda au niveau de la forme. On a la souris qui rentre bien au creux de la main, on a ici les deux clics qui sont un petit peu creusés, ça c'est plutôt agréable. Et alors au niveau des raccourcis, on a un bouton qui change le DPI, je pense qu'il y a 4 profils de DPI et du coup la couleur change avec. Et on a 6 raccourcis programmables. La molette est assez simple, elle fait pas de chip du tout, elle adhère bien au doigt. Les clics rebondissent très bien, c'est pas mal du tout. Et alors au niveau du capteur, on est sur un Pixar qui peut monter jusqu'à 16 000 DPI. Ici on a des petits antidérapants qu'on peut venir coller sur les extrémités de la souris, sur les côtés. Écoutez, pas mal du tout. Bon, c'est une souris qui est vraiment très spécifique à des gens qui veulent du poids léger. On peut la trouver, il me semble, au prix de 65 €, c'est ça. On est sur un produit qui est cool et de plutôt bonne qualité, mais là au niveau du prix, on n'est pas du tout sur le prix d'une souris bon marché. Hein. C'est pas une critique, mais c'est pour dire que voilà, c'est une bonne souris, elle est cool, mais elle n'est pas bon marché, c'est le prix normal. On passe à la deuxième souris qui, elle, est la Pulsefire FPS Pro. Cette fois-ci, on n'est pas du tout sur une souris qui est trouée ou quoi, et elle a l'air de posséder un petit peu plus de RGB. C'est pas forcément un critère de tout le monde le RGB, hein, mais voilà, moi ça fait partie de mes critères quand je choisis une souris pour jouer, en tout cas, pour bosser peut-être pas, mais pour jouer, voilà, je veux une souris rétro-éclairée, c'est joli, et on sait bien que ça rajoute du skill, donc c'est quand même important. Donc au niveau du packaging, on est de nouveau sur la même chose. Alors ici, on a une souris qui a une forme de... Oh! Attendez, là je me sens bien là. Là, il y a quelque chose que j'aime plutôt bien. On a déjà une prise en main qui est très bonne, on a des antidérapants ici qui sont vachement agréables. C'est un peu bizarre d'un côté parce que j'ai l'impression d'avoir un pneu en main, mais ça adhère vraiment super bien. La texture de la souris, ouais, elle est vraiment super lisse, c'est très agréable. Alors vous voyez ici, on a non seulement les deux clics qui sont un petit peu creusés, mais en plus de ça, ils sont un petit peu courbés. Ils sont tous les deux un petit peu écartés pour que voilà, vos doigts viennent se glisser sans que vous ayez à les joindre ou quoi. Là, non, c'est vraiment top. Cette souris, niveau qualité et prise en main, elle a l'air vraiment très bien. Alors, découvrons un peu quelle allure a cette souris lorsqu'elle est branchée. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Bon, encore une fois, ça casse pas des briques, mais je la trouve déjà visuellement plus agréable que la précédente. Après, voilà, on n'est pas du tout sur le même type de souris. Au niveau de l'adhérence, ici sur les côtés, on a vraiment ce qu'il faut. Il en faut pas plus, il en faut pas moins, c'est vraiment top. Même au niveau des couleurs, ici, on n'est pas sur du noir total, on est sur une espèce de carbone comme ça, un noir assez clair. Mais voilà, elle a quand même des formes assez sexy, elle a des petits reliefs, des petites cours, là, c'est pas mal du tout. Putain, on dirait que je parle d'un être humain, là. Bref, vous l'aurez compris, moi, de mon côté, j'aime beaucoup l'esthétique de la souris, j'aime beaucoup ses formes et sa prise en main. À ce niveau-là, j'ai absolument rien à dire, c'est vraiment top. Les clics sont vraiment très bons aussi, super actifs. On est sur des switches home-run, ça c'est top. Ici, sur le côté, les clics, ils sont vraiment très bons. Hein. Ils sont vraiment très actifs, on les entend vraiment bien. Pareil pour le bouton de changement de DPI, il est plutôt bien placé, donc on peut switcher assez facilement. Pareil pour la molette, elle réagit plutôt bien, elle adhère bien, non, c'est pas mal du tout. Et pour les patins, on est plus sur du PTFE, mais on est sur quelque chose qui glisse quand même plutôt bien. Pas autant que la précédente, faut dire aussi qu'elle est plus lourde celle-ci, mais voilà, ça glisse quand même pas mal. Non, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette souris. C'est peut-être pas celle que je vais mettre dans mon setup, hein, je vous l'accorde, mais si vous avez un œil dessus, si vous avez des vues dessus, je pense que vous pouvez y aller. Voilà, les yeux fermés, parce qu'elle est vraiment bien, elle est vraiment super bien bombée ici pour le creux de la main, et de manière générale, voilà, la souris est plutôt belle, plutôt de bonne qualité, ce petit rétro-éclairage, cette texture. Non, vraiment, je suis assez content, là j'aime bien. Elle vaut combien cette petite souris? Alors, on est sur une souris qui, actuellement est en promotion sur Amazon à 40 balles, mais qui normalement coûte 50 balles. Et je suis assez étonné parce qu'en vrai, vu la qualité, moi j'aurais pensé qu'on serait sur quelque chose de plus cher, genre je sais pas, du 70-80 €. Et d'ailleurs, que ce soit pour cette souris, la précédente ou tous les produits que je vais présenter dans la vidéo, vous trouverez les liens en description. Ce sont des liens Amazon affiliés, voilà, pour la transparence, tout ça, vous savez. Mais en tout cas, pas mal du tout cette petite souris, j'en suis plutôt content. Et maintenant, on passe au prochain produit
produit qui est un clavier. J'ai donc deux claviers à vous montrer. Tout d'abord celui-ci, le Alloy Origins, qui est donc le plus bas de gamme des deux que j'ai. Les claviers HyperX, je les ai très peu eu en main, donc je n'ai pas du tout d'avis dessus. On est donc sur un packaging assez standard de clavier. Ok, donc on est sur un câble détachable. Ça c'est plutôt cool, on part bien. Je sens un certain poids dans ce clavier, ce qui veut dire que la backplate est plutôt lourde. Ça me plaît aussi parce que j'aime pas les claviers qui sont trop légers. Bon, niveau design language, on est sur quelque chose de vraiment simple. Il n'y a rien de particulier au niveau des formes, il est vraiment très simple. C'est marrant parce qu'on est sur une espèce de backplate un petit peu low profile, mais les touches, elles, sont standards. En fait, on peut élever le clavier sur deux niveaux et j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai cru qu'il était pas droit, mais voilà, on peut l'élever donc sur deux niveaux. Ça, c'est plutôt pas mal. Toute la surface, c'est de l'aluminium. Ça, c'est très cool. C'est pour ça qu'il pèse quand même un petit peu son poids. Du coup, bah voilà, si vous avez envie de mettre un coup de boule dessus, bah attention à vous. Clairement, là, je me ferai pas de soucis sur le clavier, mais plutôt pour votre crâne. Bon, évidemment, les touches, les keycaps, elles vont voler, mais vos neurones aussi, ils vont voler. Donc faites attention, ne faites pas ça. Alors, connexion en USB-C, ça c'est très bien. HyperX, bien joué. Attendez, mais regardez-moi ce beau RGB qui se reflète sur toute la surface. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas trop léger, c'est pas trop non plus. Même si, bon, le RGB, on sait que voilà, il y en a jamais trop. Je suis vraiment super surpris par les switches par contre. C'est clairement pas les meilleurs switches que j'ai testé de ma vie, hein, mais je pensais que j'allais tomber sur quelque chose de vraiment plus cheap en fait. Et là non, c'est fluide, ça rebondit bien, le bruit il est pas du tout exécrable. Clairement pas le plus silencieux que j'ai entendu, mais c'est pas un bruit qui est dérangeant. Et alors on va retrouver les options assez simples, hein, telles que voilà, augmenter, diminuer la luminosité. Ici pareil, on a un profil multicolore et puis toutes les touches multimédia. Bon, sur ce terrain-là, c'est un clavier assez simple, je vais pas revenir dessus. Les switches sont vraiment super agréables. Après voilà, comme je l'ai dit, ne vous méprenez pas, hein, c'est clairement pas les meilleurs que j'ai testés dans ma vie, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins bien en fait. Reste à voir juste le prix de ce clavier. Donc le Alloy Origins, et bon, on est quand même sur 120 €. En vrai, c'est le prix d'un clavier mécanique de cette gamme-là, donc ça me surprend pas, c'est pas trop peu. Il y a pas grand-chose à en dire dans le sens où c'est un clavier simple, mais en tout cas niveau qualité il est là. Et puis voilà, le clavier il pèse son poids, donc il reste assez stable sur le bureau. Le fait qu'il soit en alu comme ça, vraiment super résistant, impossible de le tordre, hein. Là je peux vous le dire, même si j'avais toute ma force. Non, vraiment bien, je suis surpris par ce clavier. J'ai pas beaucoup de choses à en dire parce qu'il est simple, mais je suis vraiment surpris et content. On va donc maintenant passer au clavier suivant qui est donc le Alloy Elite 2. Celui-ci, je suis assez sceptique, en même temps j'ai beaucoup d'attentes parce que c'est un clavier qui se dit plus haut de gamme. Il coûte dans les 160 ou 180 €, on ira vérifier après, mais voilà, il coûte quand même plus cher que le précédent. HyperX se sont rarement placés au niveau haut de gamme pour tout ce qui est périphérique, à part pour le casque où ils avaient fait le Orbit, je crois. Même s'il a l'air d'avoir des features quand même intéressantes, hein, comme par exemple ici les petits raccourcis pour pouvoir changer tout ce qui est couleur, macro et compagnie. Et alors, comme vous pouvez le voir, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que les touches sont divisées en deux. On a donc la partie du dessus qui est noire et le reste de la touche est transparent, ce qui laisse un peu mieux passer le RGB. Donc ça, je suis assez curieux. Et donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu ce que donne HyperX dans le haut de gamme. Est-ce que ce clavier vaut réellement son prix? Donc encore une fois, on est sur du switch linéaire RAID. On est sur un câble qui est quand même assez mastoc et tressé, mais qui cette fois n'est pas détachable. Là, ça, bon bah c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé revoir ce câble tressé dessus, mais bon. Ah non, ok, j'ai compris pourquoi. On est sur un double câble en fait, donc il y a un câble qui va servir de hub qu'on va pouvoir connecter ici. Voilà, je vous le montre. Vous allez pouvoir brancher ce que vous voulez dessus, et du coup ici on a deux prises USB et c'est la raison pour laquelle il n'est pas détachable. Toute la tranche du dessus ici c'est du plastique et la plaque en dessous c'est de l'aluminium. Alors premières impressions avant de l'allumer, est-ce qu'on retrouve le même système? Non, ici on a un système simple pour le surélever. Les boutons ici, bon c'est assez particulier, ils sont un peu creusés dedans, ok. C'est quand même assez accessible, hein. C'est plutôt pas mal, que ce soit sur les touches particulières ici, les fonctions, ou alors les touches multimédia. La roulette ici, elle est un petit peu plus légère que ce à quoi je m'attendais, mais elle roule très bien, elle fonctionne nickel. Ok, donc on est vraiment sur des touches qui sont mi-noires, mi-transparentes. Je suis vraiment curieux de voir ça. Sur la boîte, ça a l'air très joli. Là, ici, en vrai, je sais pas ce que ça va donner. Ah ouais, faut dire que c'est quand même joli, hein. Là, on est peut-être sur quelque chose qui pourrait exploser la rétine sur le long terme, mais c'est plutôt beau. Je vais juste un petit peu baisser l'ISO ici sur la caméra parce que du coup, vous voyez quelque chose de beaucoup trop brûlé. C'est plutôt joli, c'est assez agréable, hein. Bon, là, vraiment, on est sur quelque chose qui est très gamer, qui est très RGB. On peut changer le niveau de luminosité, ça c'est cool aussi pour pas avoir la rétine qui brûle au bout de 12 jours d'utilisation du coup. On peut changer directement les profils de luminosité ici avec le bouton. On a donc un logiciel qui s'appelle HyperX Engine UTI. Je vous avoue que j'ai absolument aucune idée de comment ça se prononce. Et ce logiciel vous permet donc de customiser les profils RGB de votre clavier et de n'importe quel périphérique HyperX, j'imagine. Bon, au niveau de la qualité produit, on est sur quelque chose de plutôt bien aussi. Il pèse également son poids. On a ici des petites formes, des petites courbes, hein, des petits liserés plutôt sexy sur les côtés du clavier. Au niveau des switches, on est sur les mêmes, donc ils rebondissent très bien aussi. Le seul truc, c'est qu'on a un bruit un petit peu plus mécanique cette fois-ci, mais ça reste un bruit qui est pas du tout dérangeant à l'oreille. Et puis ouais, cette fluidité, on la retrouve de nouveau, c'est vraiment cool. On retrouve donc, comme je l'ai dit ici, la surface qui est en plastique. L'arrière de la surface, c'est également en plastique. Étant donné qu'il n'y a pas assez de RGB, on retrouve une petite bande LED ici
sur la tranche, c'est plutôt cool. Et sinon, bon, bah, c'est un clavier qui, à mon sens, est assez simple dans les fonctionnalités. Il se démarque un petit peu avec ses touches mi-transparentes. C'est vrai que j'avais jamais vu ça avant, c'est plutôt joli. Certains trouveront ça too much, mais les fans du RGB adoreront. Et du coup, au niveau du prix, c'est un clavier qui se trouve à 150 € sur Amazon. C'est le prix des claviers mécaniques haut de gamme. Certes, on a des claviers beaucoup plus haut de gamme qui coûtent beaucoup plus cher, mais pour avoir un clavier mécanique déjà de bonne qualité, c'est le prix qu'il faut payer. Après, je vous avoue que moi, je le trouve joli et sympa, mais ses features et ce qu'il propose m'intéressent pas assez pour que j'aille mettre 150 € dedans. Pour le reste, ce sera totalement une question de goût, et là, ça devient subjectif, je ne peux rien faire pour vous. On passe au produit suivant, c'est le HyperX Cloud Alpha. C'est donc la version évoluée du Cloud et du Cloud 2. Vraiment, c'est des casques qui ont bonne réputation d'avoir, voilà, un bon rapport qualité-prix. Toujours ce mélange de noir et rouge qui est plutôt joli, hein, faut le dire, le casque est assez mignon. On retrouve un arceau qui a l'air solide, mais qui est tout de même assez souple. Et alors, sur les tranches de l'arceau, on a un rappel de rouge qui est brodé pour faire référence, voilà, au rouge de l'armature ici et du logo. C'est cool, il a un chouette petit look, hein, il est pas mal du tout au niveau de la gueule, il est plutôt mignon. On est sur un casque qui est assez léger, qui est assez bien ouvert au niveau des oreilles, c'est bien. Je vais tout de suite l'essayer en jeu et en écoutant de la musique. Donc je viens de faire quelques petits tests en jeu là, et en musique, et en film et tout, et la qualité de son elle est bonne. Le son est clair, il est puissant, et ça c'est rare sur des casques en jack, et en plus de ça on a de bonnes basses. Donc clairement pour du jeu c'est super cool, même pour écouter de la musique ça fait plaisir. Le seul truc où je suis un petit peu déçu c'est le son du micro, mais je vous laisse découvrir par vous-même. Voici un enregistrement audio que j'ai fait avec ce casque. On est donc actuellement sur le micro du Cloud Alpha, il se trouve plus ou moins à 5 cm de ma bouche. Bon, ça reste un bon micro, hein, la qualité est très audible, surtout pour le prix. Le seul truc c'est que quand on l'approche un petit peu de la bouche pour se faire mieux entendre bas, il a tendance à saturer un petit peu, et bon, ça reste quand même un son un petit peu enfermé de casque microphone, étant donné qu'il est tout petit. Mais ça reste quand même selon moi un bon micro, que ce soit pour jouer ou parler avec vos potes sur Discord ou quoi. Ça reste très audible, ça reste correct, surtout au vu du prix. J'ai regardé le prix, j'ai vérifié, il est quand même à 85 € ou 88 € sur Amazon. Ça reste plus cher que le Cloud 2 et plus cher que le Fnatic React, mais en tout cas voilà, il fait quand même plutôt bien le taf. Au niveau sortie du son, ils sont vraiment très similaires, mais ça va se jouer sur le micro où le React est un petit peu plus intéressant. Et alors sachez que dessus se trouve voilà la molette un petit peu cheap pour mute ou démute le micro, ou alors pour monter ou diminuer le son du casque. C'est un casque qui est super intéressant pour son rapport qualité-prix certes, et il rentre facilement dans les casques que je pourrais conseiller pour les setups à budget réduit. Il fonctionne sur PC, PlayStation, Xbox et Switch et mobile, en fait il fonctionne sur tout. On passe au deuxième casque et avant-dernier produit qui est donc le Cloud 2 Wireless 7.1. Je vous laisse du coup admirer son packaging qui reprend les mêmes codes que l'autre. Et alors là pour le coup, on nous parle d'un casque qui peut monter jusqu'à 30 heures d'autonomie. Ça, j'en doute pas dans le sens où il n'y a pas de RGB dessus, il n'y a pas de rétroéclairage, donc ça économise pas mal sur la batterie. On est donc sur de la Connectic Wireless 2.4, on est sur des coussinets à mémoire de forme, d'accord, et sur un son 7.1, donc qui est du Virtual Surround. Donc point de vue esthétique, on va pas s'étaler dessus trop longtemps parce qu'il est très similaire au Cloud Alpha. La seule différence vraiment notable, c'est qu'ici les oreillettes sont beaucoup plus arrondies que sur le Cloud Alpha. Au niveau du poids, il est un petit peu plus lourd, étant donné qu'il y a tout le système sans fil dedans, c'est tout à fait normal. Je vais le mettre sur les oreilles, c'est pas mal du tout. Cette fois-ci, la molette pour monter et descendre le son, on va la retrouver sur l'oreillette, étant donné qu'il est sans fil. Et d'ailleurs, elle est plutôt bien, elle a une certaine souplesse, elle est un peu crantée, j'aime beaucoup la molette. Elle fait pas cheap du tout parce qu'il y a une petite résistance dedans, et alors elle est un petit peu crantée. Ça, c'est vraiment cool. On va retrouver du coup la connexion en USB-C pour le recharger, un bouton pour l'allumer et l'éteindre, et alors un bouton pour mute et démute le micro. Pour la connexion, on a ici un petit dongle USB que je vais brancher tout de suite sur le PC, je vous le montre de plus près. Alors dans l'ensemble, le son est plutôt bon, que ce soit en mode normal ou en mode 7.1. Je l'ai testé sur Call of, je l'ai testé sur Monster Hunter, j'ai testé sur Resident Evil 8 Village. J'ai écouté de la musique, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. Bon, j'ai fait ma batterie de test habituelle. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il est un chouïa plus bas que le son du Cloud Alpha. Après, c'est plus bas, mais ça reste quand même acceptable. C'est juste le Cloud Alpha qui monte vraiment trop haut. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à écouter la musique très fort. Un jour, je vais finir sourd, hein. Vraiment, ne faites pas ça. Alors cette fois-ci, je vais vous parler avec le micro du Cloud 2 Wireless. Bon, vous pouvez le voir, le son est vraiment pas bon du tout. C'est un micro sans fil, donc il fallait s'y attendre. Généralement, les casques micro sans fil, c'est comme ça. Pour ce genre de casque, moi, je vous conseille de prendre un micro sur le côté parce que là, c'est vraiment une qualité exécrable et je pense que même vos potes n'apprécieront pas trop. Donc ça, en vrai, je suis pas surpris et je peux pas le blâmer pour ça parce que tous les casques micro sont comme ça. Mais autrement, bah, le casque dans l'ensemble, il est très similaire en termes de qualité de produit au Cloud Alpha, donc très bon. Le son 7.1, c'est aussi un petit plus dessus. Vous pouvez décider de soit l'activer en appuyant une fois sur le bouton Power, ou alors vous pouvez le faire directement sur le logiciel d'HyperX, bien que c'est quand même plus pratique d'appuyer directement sur le petit bouton. Franchement, pour l'instant, vraiment des produits très sympas et de très bonne qualité. Donc, dernier produit, et celui qui me tarde le plus de tester parce que c'est des produits qui sont vraiment super importants pour moi dans la vidéo. Les micros, clairement, le son, c'est vraiment le truc le plus important. Tu peux avoir une qualité de bâtard, si t'as un micro de merde, c'est nul. Et là, bah non
seulement on est sur un micro qui est sympa, qui possède son propre petit pied, mais surtout les potes, comme vous voyez, un micro qui est RGB. Et pour la ref, on est donc sur le Quadcast S. Le micro, il nous promet quoi? Il nous promet système anti-vibration, un capteur pour la fonction mute, ok, et des effets lumineux RGB, ceux qui nous intéressent le plus évidemment. La qualité de son c'est bien, mais s'il n'y a pas de RGB, bah ça sert un petit peu à que dalle quoi. Le socle pèse son poids, ça c'est très bien, comme ça il restera bien sur le bureau, il bougera pas. Mais par contre le micro en lui-même est plus léger que ce que je pensais. Ça c'est bien. Pour moduler le son en fait ça se fait ici en dessous avec une petite surface adhérente, on n'a qu'à tourner comme ça. Ça c'est très bien, c'est original, j'avais jamais vu ça avant. Et alors sur l'arrière ici on a une petite molette qui sert aussi à changer de directivité. Et du coup le fameux capteur sur le dessus, voilà, il suffira d'une petite tape pour mute le micro. D'accord, ok. Et alors on va découvrir pour la première fois un micro sur pied RGB. Waouh. En vrai, ça a vraiment de la gueule, hein. Je rigole, mais c'est stylé. Et alors, voilà, quand vous donnez la petite tape, en plus, c'est très sensible, vraiment bien. Ça éteint le RGB, comme ça, vous êtes sûr et certain que votre micro est bien coupé. Voilà, pour le coup, en termes d'esthétique, pour l'instant, je suis fan du micro. Reste à voir la qualité de son, mais là, vraiment, l'esthétique, je suis vraiment fan. Il est trouvable au prix de 170 € et sur Amazon, il est à 199 €. Bon, bah, du coup, les amis, achetez-le ailleurs que sur Amazon, hein. Dans le doute, je vous mets quand même le lien au cas où le prix baisserait, mais Amazon, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez fumé ou quoi? Sur le logiciel HyperX, vous allez avoir la possibilité de paramétrer le rétroéclairage, la hauteur du son, le monitoring, mais toutes les fonctionnalités, voilà, la hauteur du son du micro, les directivités, ça se trouve directement sur le micro. Et là, je parle encore actuellement avec mon Shure SM7B. Je vais maintenant switcher sur ce micro pour que vous puissiez entendre la qualité du son. Donc, je me trouve à une distance raisonnable du micro, hein. Je veux dire, je pourrais très bien, voilà, le rapprocher de moi comme ceci, comme je le fais avec le Shure SM7B, pour avoir un son beaucoup plus clair. Par contre, j'ai l'impression qu'il prend un peu plus les pops s'il est trop près. Ça, bon, il suffit de mettre un filtre anti-pop devant, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, là pour l'instant avec le pied, je vais le laisser à une distance raisonnable. Le fait qu'il soit un peu plus loin, on aura le son un petit peu moins fort et on entendra un petit peu plus peut-être la reverb de la pièce, mais ça vous donne déjà un très bon aperçu de la qualité du son. Moi, ce que j'en entends avec le monitoring, c'est que ouais, le son est bon, il est clair, il prend vraiment bien. Ça reste quand même pas mal du tout au niveau du son. Et alors, si vous décidez de le mettre sur un pied et que vous tapez un petit filtre anti-pop devant, ce sera parfait quoi. Parce que sans filtre anti-pop, voilà, je fais des pops, vous entendez les pops et pouvez entièrement le gérer grâce au logiciel de HyperX. Après, bon, je vais pas vous mentir, pour ce prix là, 170 €, moi je prendrais plutôt par exemple le Wave 3 de chez Elgato qui propose plus de fonctionnalités et qui à mon sens a un son un petit peu plus carré. Mais bon, celui-ci je pense qu'on va surtout le prendre pour son esthétique et aussi parce que c'est un micro qui a beaucoup de directivité. Le Elgato Wave c'est un micro qui est cardioïde, on n'a qu'une directivité. Ici on a tout, on a stéréo, bidirectionnel, omnidirectionnel, cardioïde. Donc en soi c'est pas le même type de micro non plus, faut se le dire, l'utilisation est pas exactement la même. Pour quelqu'un qui veut faire des trucs genre ASMR ou qui veut parler avec d'autres gens en stream ou en vidéo ou quoi, celui-ci fera plus l'affaire que le Wave, ça c'est sûr. Alors du coup, mon avis sur la marque, puisque c'était quand même le but de la vidéo, d'émettre un avis sur les produits HyperX. En toute honnêteté, en toute franchise, je suis vraiment surpris parce que, certes, je savais que ça allait pas être nul, hein, je savais que ça allait pas être mauvais, mais je m'attendais à quelque chose de bien plus moyenne gamme, comme je l'ai dit en début de vidéo. Les produits, comme étant définis moyenne gamme, sont quand même de bonne qualité. Ils restent quand même moyenne gamme de par leur fonctionnalité réduite, certaines choses, voilà, qui manquent pour qu'ils deviennent des produits haut de gamme. Mais en tout cas, la qualité de fabrication est bonne. Le design est assez sympa aussi dans l'ensemble. Certains sont un petit peu plus simples que d'autres, ça dépend du prix que vous allez mettre. Il y a certains produits qui mériteraient peut-être un prix un petit peu plus raisonnable. Notamment la souris, voilà, qui a une prise légère. Quand je la place à ses concurrentes, je la trouve pas forcément mieux, voire peut-être même un petit peu en dessous d'un point de vue esthétique. Qualité, c'est plus ou moins la même chose. Donc j'ai tendance à me demander pourquoi elle est au même prix que les autres. En tout cas, voilà, dans tous les produits que j'ai présentés, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Au contraire, en fait, que des bonnes surprises, et pourtant je partais en mode ouais, on va voir, why not. Au final, j'en sors assez content, je suis vraiment content des tests, donc peut-être qu'à l'avenir j'en proposerai d'autres, des produits HyperX, que ce soit l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme, mais ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment des gammes pour tous de ce que j'ai vu. Donc voilà, pour résumer mon avis, c'est que la marque rentre un petit peu plus dans mes standings maintenant. En vrai, elle répond bien à mes attentes en termes de qualité et tout, c'est pas forcément la marque que j'intégrerai dans mon setup, mais je peux vous la conseiller sans problème. Et sachez-le, cette vidéo n'est pas sponsorisée par HyperX, parce que sinon je vous l'aurais indiqué, mais merci tout de même à eux de m'avoir envoyé tout ce matériel. Bref, cette vidéo elle touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.